Bonjour tout le monde et merci Placide pour l'invitation. Euh, je pense que la question de la justice euh, a toujours été essentielle et beaucoup de gens l'ont relevé, que ce soit le docteur Denis Mukwege ou même les Rwandais eux-mêmes par rapport à la situation qui perdure dans la région du Grand Lac. Et comme beaucoup de gens l'ont déjà fait observer, sans justice, il est difficile de parvenir à la vérité et à la réconciliation, pardon, vérité-réconciliation. Et aujourd'hui, la question se pose avec d'autant plus d'acuité qu'on voit quand même se poursuivre une politique problématique dans la région qui font que les crimes continuent à se perpétrer, les violations des droits de l'homme aussi continuent. Et tout ça est le fait quand même, il faut-il le dire, d'une absence de justice dans la région, même si officiellement on a souvent donné l'impression que la justice a été rendue d'une certaine manière avec les procès qu'il y a eu au TPR. Et je crois que lorsque j'ai été invité à traiter cette question, ma première réaction était de faire le lien entre ce qui s'est passé au TPR et ce que nous observons aujourd'hui. Le TPR ne sera pas, en tout cas, le cœur de mon argumentation parce que, bon, pratiquement la plupart des Rwandais et des observateurs étrangers ont suivi déjà les procès, on sait comment ça s'est passé, on connaît le bilan du TPR, mais revenir sur le TPR me paraît essentiel, en tout cas revenir rapidement sur le TPR me paraît essentiel parce que, en fonction de ce qu'on a pu observer au TPR, on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez, on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à la revivre. Et souvent, on a tendance à oublier qu'il y a une justice qui a été mise en place, en tout cas dans le cas du Rwanda, et qui, au lieu de faire son travail de manière impartiale, ne l'a pas fait, produisant ce que certains considèrent comme étant une justice de vainqueur ou une justice des vaincus, dépendamment de partir de quel angle on observe tout ça. Alors pourquoi je reviens sur le cas du TPA? Parce qu'en fait, le cas du TPA dans sa structuration, donc de sa création à sa fermeture, dans l'articulation des procès, on a vu des pratiques qui étaient très discutables, même si à travers les procès, on a pu avoir une idée de ce qui s'est passé. Ce que je veux dire par là, c'est que dès le début du TPR, il y avait quelque chose qui clochait. Le mandat qui a été confié au TPR était de juger toutes les personnes impliquées dans les crimes commis au Rwanda en 1994. Malheureusement, le TPR n'a jugé qu'une partie des Rwandais. Et ce jugement s'est fait de manière très arbitraire et très partielle, de sorte que des personnes qui n'étaient pas censées se retrouver se sont retrouvées là. Alors, il faut toujours analyser la question de la justice en l'insérant dans le cadre global qui la concerne. Et ici, je parle de la question géopolitique de la région des Grands Lacs, donc le Rwanda, le Congo, tout ça forme un tout cohérent. Et si on ne comprend pas comment la logique judiciaire qui a prévalu, qui a mené à la création du TPR, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette même question de la justice. Et dans le cas du TPA, par exemple, vous allez remarquer que dès le début, quelques mois après le génocide rwandais, on a mis en place le TPR. C'était avant même l'articulation des enquêtes de terrain pour savoir ce qui s'était véritablement passé. On a mis en place le TPR et beaucoup de gens n'ont pas fait attention, en fait, aux règles qui ont régi le fonctionnement du TPR. Quand vous regardez le statut du TPR, vous regardez les différentes règles qui ont régi le fonctionnement du TPR, vous voyez déjà là qu'il y avait un problème. Un exemple que je peux vous donner, c'est la question des acquittés. Vous savez tous aujourd'hui que beaucoup d'acquittés rwandais ont eu du mal à trouver un pays d'accueil, même des pays occidentaux qui ont financé le TPR, on ne voulait pas le recevoir. Or, quand vous regardez le statut du TPR, vous remarquez qu'il y a en aucun moment on fait allusion aux acquittements. C'est-à-dire que le TPR avait, d'une certaine manière, été créé pour condamner, à la différence des tribunaux, comme le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, le tribunal de la Sierra Leone, tout ça, où on a jugé toutes les parties. Dans le cas du TPR, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le TPR a été un instrument des vainqueurs de la guerre de 1994 au Rwanda. Et quand vous le comprenez sur cet angle-là, ça vous permet de comprendre l'impunité qui a été assurée à ces mêmes vainqueurs-là jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre, c'était la date de la publication du rapport mapping qui a détaillé les crimes qui ont été commis en RDC de 1993 à 2003, je crois. Et c'était 617 violations de droits de l'homme, et 617 seulement qu'on a pu répertorier parce qu'on avait plus. Et quand on voit aujourd'hui, près de 12 ans après,
qu'il n'y a pas de réaction de la part de la communauté internationale, alors qu'on a bien dit, l'une des suggestions était de mettre en place un système de justice pour juger les crimes qui étaient commis là-bas, contre les Hutus-Rwandais, mais aussi contre les Congolais. Il n'y a jamais de justice. Pourquoi? Parce que ceux qui, encore là, et ça me permet de comprendre ce que je dis sur le TPA tantôt, ceux qui protègent le régime de Kigali, par exemple, sont ceux qui ont créé le TPR et sont ceux qui refusent aujourd'hui que la justice soit établie dans le cas du Congo. Et même si la justice devait être établie, un tribunal pénal international devait être établi, il faudra faire attention qu'il ne tombe pas dans le piège de la politique dans lequel s'est retrouvé le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et ça, c'est très important parce que quand on parle de justice, on perd de vue la dimension politique et géopolitique qui peuvent engluer la justice dans des considérations autres que des considérations judiciaires. Et ça, c'est très important de garder cela à l'esprit. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il est très important que les populations de la région des Grands Lacs s'approprient non seulement cette tâche de vouloir mettre en place une justice internationale, mais surtout de comprendre les enjeux qui sont liés à l'établissement de cette justice-là. Parce que l'impunité qui est assurée aux gens qui règnent à Kigali est intrinsèquement liée aux enjeux politiques et géopolitiques qui caractérisent en fait l'évolution politique et géopolitique de la région des Grands Lacs. Et tout ça, en fait, doit être mis ensemble pour comprendre ce qui se passe. Moi, je suis de ceux qui ont beaucoup critiqué le TPR. J'ai toujours été très critique à l'égard de la CPI, justement. Et aujourd'hui, je suis très sceptique quand on parle de la justice dans la région des Grands Lacs, dans la mesure où j'ai l'impression que les gens ont peut-être focalisé sur la question de la justice en ne prenant pas en compte tous les enjeux sous-jacents, tous les enjeux qui gravitent autour de la question judiciaire. Et ça peut nous emmener encore aux mêmes erreurs que le tribunal pénal international pour le Rwanda, qu'on a observé là-bas. Quand on a mis en place le TPR en 1994, beaucoup de responsables politiques et militaires rwandais étaient contents parce qu'ils s'attendaient à ce que la justice soit rendue. Mais ils n'ont pas compris que sur le terrain géopolitique, on peut se servir de la justice comme une arme. Donc la guerre qui a commencé en 1990 au Rwanda, dans les collines rwandaises, s'est poursuivie sur le terrain médiatique, sur le terrain politique, mais aussi sur le terrain judiciaire. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, en fait, la mise en place de ces tribunaux. On met ça en place d'abord pour juger les personnes qui ont été vaincues. Bien entendu, il y a des juristes qui disent, oui, mais le TPIA, par exemple, n'a rien à voir avec, ce n'est pas un tribunal de vainqueurs parce que ce n'est pas Nuremberg, ce n'est pas le tribunal de Tokyo qui a été dirigé par les vainqueurs de la guerre de 40-45. C'est vrai, mais cet argument-là n'est pas recevable dans la mesure où, sans avoir eu à diriger le TPR, le Rwanda, le régime du FPR, l'a quand même orienté ses travaux. Donc si aujourd'hui on met en place un tribunal pénal international pour juger les crimes commis au Congo, même au Rwanda même, il faudra s'inquiéter, il faudra faire en sorte que ce tribunal-là ne se retrouve pas dans l'escarcelle de la politique et de la géopolitique. Parce que s'il se retrouve dans l'escarcelle de la politique et de la géopolitique, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et on peut quitter le terrain du tribunal pénal international dans les Grands Lacs pour parler, par exemple, du dossier de l'attentat du 6 avril 1994. Je fais le parallèle pour vous montrer à quel point, même dans des pays de droit, lorsque la politique ou la géopolitique se mêle de la justice, on n'est plus vraiment sur le terrain de la justice. Si vous prenez le cas de l'attentat, du dossier de l'attentat, vous allez remarquer que, et je pense que vous le savez tous, en tout cas le Rwandais, vous savez bien ceux qui l'ont suivi, c'est que ce dossier a été détourné. Aujourd'hui, on a parlé d'un non-lieu. Des juges français, des juges d'un pays démocratique, comme on l'explique, détournent ce dossier-là et lui donnent une orientation qui n'a rien à voir avec la réalité des faits. Pourquoi? Parce qu'il y a des pesanteurs politiques qui sont intervenus dans le dossier et qui font que le dossier s'est retrouvé en fait à la remorque de la chose politique et géopolitique. On a tué ce dossier dans l'œuf. Bien entendu, un non-lieu ne veut pas dire que les gens étaient acquittés, ça veut simplement dire qu'on ne sait pas. Or, dans le dossier de l'attentat, on a quand même une idée de qui a battu l'avion. Mais la justice française nous explique qu'on ne sait pas. Et ceux qui ont suivi ce dossier ont vu comment, après le premier mandat d'arrêt lancé par le juge Bruguière, il y a eu une réorientation du dossier
après l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, qui est proche de Kagame, puis de Emmanuel Macron. Donc, imaginez si dans les pays de droit, la justice peut être détournée de sa mission d'éclairer les gens sur ce qui s'est véritablement passé. Essayez d'imaginer dans la région des Grands Lacs, où les enjeux sont beaucoup plus importants et où les acteurs du drame se révèlent être aussi ceux qui peuvent statuer sur la mise en place ou non de ce tribunal. Parce qu'on oublie souvent de dire, dans le cas de la région des Grands Lacs, quand on parle des crimes qui sont commis dans cette région, on voit souvent le FPR, on voit Kagame, on voit un certain nombre de criminels qui font la pluie le mauvais temps dans la région. Mais on oublie de dire que ces gens ont été soutenus. Si vous prenez le cas des massacres qui ont été commis au Congo en 96-97 contre les réfugiés Hutus, on oublie de dire qu'à l'époque, l'armée rwandaise n'avait pas les capacités militaires nécessaires pour opérer des vols de nuit et mitrailler les réfugiés. Qui ont fait ça si ce ne sont pas les militaires du FPR? Laurent Désiré Kabila n'avait pas d'avion, c'était une personne, un soulard qu'on a ramassé quelque part vers la Tanzanie et puis qu'on a mis à la tête de ceux qu'on a appelés la terre, mais qui ont massacré, qui ont tiré sur les camps de réfugiés. Hormis les bombardements opérés par l'armée patriotique rwandaise. On sait qu'il y avait des avions américains, des avions espions qui tournaient, qui passaient par là. On sait aussi aujourd'hui, il y a une documentation importante à ce sujet, qu'il y avait des forces spéciales américaines qui appartenaient à la compagnie Ronco et qui ont été sous-traitées par le Pentagone sur le terrain. Donc, on voit là, en fait, des ingérences qui sont beaucoup plus importantes que ce que l'on croit et qui permettent de comprendre, en fait, l'inertie sur la question de la justice dans la région. Parce que même quand vous lisez le rapport Mapping, par exemple, qui est déjà extrêmement grave en contenu, vous remarquez qu'il y a quand même des omissions. Et moi, je me rappelle le 1er octobre 2010, lorsqu'on a publié le Mapping Report, les Rwandais au Canada se sont rassemblés, les Rwandais, les Congolais, les Burundais à l'époque. Et c'était un moment de... Beaucoup de gens étaient contents parce qu'on disait pour une fois, on a documenté les crimes commis par le FPR et ses alliés dans la région et on aura justice. On obtiendra sûrement justice. Et étrangement, je faisais partie de ceux qui, en tout cas j'étais pratiquement seul, et les Rwandais qui étaient dans la salle s'en rappelleront sûrement, j'étais seul à dire il faut faire attention que ce rapport ne serve pas d'autre fin. C'est-à-dire qu'on sort le rapport pour ne pas qu'il soit occulté, pour emmerder un peu le régime de Kigali et ses soutiens, mais en réalité, on ne le sort pas nécessairement pour rendre justice. Parce que publier le rapport et révéler l'ampleur des crimes, que déjà les Rwandais eux-mêmes, les Congolais savaient, et puis beaucoup d'observateurs savaient déjà, et rendre justice, c'est deux choses différentes. Alors, comment comprendre que dans le cas du Rwanda, on ait mis en place le tribunal pénal international moins de 6 mois après la fin du génocide, sans enquête préalable des Nations Unies? On a mis en place un tribunal pour juger les crimes commis au Rwanda pendant le génocide, et que dans le cas du rapport Mapping, dans le cas du Congo, où des crimes ont été amplement documentés, on tarde à mettre en place un tribunal. C'est la question que chaque Rwandais, chaque Congolais, chaque Burundais devrait se poser, parce que cette question de justice, en fait, concerne tous les pays de la région des Grands Lacs, et pas seulement le Rwanda. Et donc, on a un problème ici qui est politique avant d'être judiciaire. Et si vous analysez le fait judiciaire en restant uniquement sur le terrain judiciaire, vous ne comprendrez pas tout ce qui arrive à la justice pour des raisons politiques et géopolitiques. Et nous avons un problème aussi dans notre région qui est que nous avons beaucoup de gens, beaucoup d'universitaires que moi j'ai vus, qui ont abordé cette question-là sous le prisme de ce que dit souvent l'Occident sur cette question. Oui, il faut rendre justice, mais on se moque des gens en réalité. Il faut commencer par dire la vérité. Le problème dans la région des Grands Lacs, c'est d'abord, pour moi, il y a un problème de justice, certes d'injustice ou de justice, dépendamment de l'angle à partir duquel on observe tout ça, on va analyser ça, mais il y a un problème aussi de vérité. Tant qu'il n'y aura pas de vérité sur ce qui s'est véritablement passé, toutes les autres questions deviendront secondaires. Pourquoi? Parce que si vous mettez en place un système de justice qui ne prend pas en compte la réalité de ce qui s'est passé, vous aurez des problèmes. Nous aurons les mêmes problèmes. Et le cycle
de déstabilisation, le cycle des massacres, des violations de droits de l'homme ne va jamais s'arrêter, simplement parce que le problème est mal posé. La prémisse à partir de laquelle le problème est posé, elle est problématique. Et ça a toujours été, moi, mon combat. Enfin, moi, je l'ai toujours. C'est la raison pour laquelle souvent, c'est pas parce que j'adore la géopolitique, mais c'est parce que j'ai compris, en fait, que la géopolitique s'invite sur ces questions-là. Et en tant qu'universitaire, en tant que penseur, en tant que journaliste, en tout cas, en tant qu'observateur, il faut prendre en considération ces questions. Aujourd'hui, moi, je discute souvent avec les Rwandais. Et quand les Rwandais, certains cultures Rwandais sont venus me voir pour parler de la question de la justice en ce qui concerne les acquittés ou les personnes qui sont persécutées par le régime. Je leur dis toujours la même chose, parfois je les chatte. Je dis la guerre qui a commencé en 90 se poursuit. Simplement, elle se fait d'une autre manière. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un juriste américain, un professeur de droit américain qui parle de la guerre par le droit. On peut utiliser le droit à d'autres fins. C'est ce qu'on appelle PPR et c'est ce qu'on en fait aujourd'hui dans la région des Grands Lacs parce que le droit est devenu l'objet d'instrumentalisation de toutes sortes de choses. Et ici particulièrement d'une géopolitique du chaos qui ne dit pas son nom et qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas capable de rendre justice aux populations congolaises, aux populations rwandaises, aux populations burundaises qui ont été des victimes des crimes graves commis dans la région des Grands Lacs. Donc voilà, donc, en gros, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je suis ouvert aux questions. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas dissocier la question de la justice des questions politiques et géopolitiques qui caractérisent en fait le comportement de certains acteurs dans la région du Grand Lac. Donc sur ce, je vous remercie. J'ai une question pour Patrick. Vous avez parlé que ce n'est pas vraiment une question de justice, c'est beaucoup plus dans la politique. Quel est votre point de vue ou votre impression, l'information que vous pouvez partager, la position même du gouvernement congolais par rapport au mapping report? On sait très bien qu'au Congo, c'est surtout, on voit le docteur Denis Mukwege qui s'implique énormément, mais on dirait que par exemple au temps de Kabila, il y avait un peu de... C'était pas vraiment clair. Et quelle est la position du gouvernement actuel quant à demander justice via le mapping report? Merci. Le problème avec le gouvernement de la RDC actuel, le gouvernement qui est là aujourd'hui, le pouvoir de Félix Tshisekedi, est d'une certaine manière le prolongement de celui de Joseph Kabila, de son prédécesseur. Et vous voyez, là, on revient encore à l'histoire, parce que quand vous voyez dans quelles conditions ces gens sont arrivés au pouvoir, on comprend pourquoi il y a un silence assourdissant entourant la question de la justice au Congo. Le gouvernement congolais ne fait rien sur ce terrain-là. On essaye même, on propose aujourd'hui la mise en place de ce qu'on appelle la justice transitionnelle, mais moi je m'en méfie. Pourquoi? Parce qu'on risque de passer sous silence les questions les plus essentielles. La question pénale doit être au cœur de la justice dans la région, parce qu'on ne peut pas laisser impunis des crimes qui ont été commis là-bas. Si on laisse impunis, c'est encourager aussi les auteurs de ces crimes-là à poursuivre sur leur lancée. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils poursuivent sur ce chemin-là de déstabilisation et puis d'évitation des droits humains dans la région. Le gouvernement congolais ne fait rien, le docteur Denis Mukwege est tout seul aujourd'hui. Et d'ailleurs, en raison de son implication pour l'instauration d'une justice internationale, d'un tribunal pénal international au Congo, il est attaqué, y compris par les gens de ce régime. Alors il faut rappeler, je l'ai dit dès avant même l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que j'avais suivi de très près les coulisses de cette affaire-là, Tshisekedi est arrivé au pouvoir en partie avec l'assentiment de Kagame. Et ça, c'est très important de le dire, parce que quelques jours avant la confirmation de ce que moi j'appelle l'élection-nomination de Félix Tshisekedi, il y avait une délégation congolaise qui se trouvait au Rwanda. À l'époque, Kagame assurait la présidence de l'Union africaine. Donc, Kagame avait une double casquette en tant que président de l'Union africaine, donnait l'impression d'être neutre, mais en tant que président du Rwanda et ayant des intérêts au Congo, il travaillait pour les intérêts du Congo. Donc, ce qui fait que nous avons un régime à Kinshasa qui est incapable de se soustraire des décisions de tutelle, bon pas tutelle, mais
de ses acquaintances avec le régime de Kagame, et par voie de conséquence, donc, on ne fait rien par rapport à la question de la justice parce que ça concerne directement le Rwanda. Pas le Rwanda, mais ceux qui sont au pouvoir à Kigali, donc j'espère que vous m'avez compris. Alors, on va encore prendre une ou deux questions. Donc, on avait 10 minutes pour la question, il en reste encore 6. Je vous remercie, M. Beko, pour votre exposé très riche. Mais la question que je voudrais poser, après avoir souligné ces difficultés, quelles solutions? Comment s'en sortir? Comment envisagez-vous ce problème de rapport mapping, de justice? Il est vrai que, au regard du droit, je vous parle en tant que juriste, je pourrais moi-même souligner comment on est dans une phase très difficile où l'issue n'est pas prévisible. Et vous, de votre côté, comment voyez-vous la chose? Je vous remercie. Moi, j'ai toujours analysé toutes ces choses, je l'ai dit déjà, sous un prisme géopolitique, parce que c'est de géopolitique dont il est question. Et la géopolitique est vaste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, moi, je pense que c'est vraiment moi, aujourd'hui, je crois, au regard de la situation de la région, qu'il faut que les Congolais, les Rwandais, les Burundais se mettent ensemble et travaillent ensemble. Ils doivent constituer un front puissant qui puisse imposer aussi son propre narratif de ce qui s'est passé dans la région. L'avantage du FPR découle du fait que le FPR avait compris très tôt que la guerre se fait aussi sur le terrain de l'information. Gagner le cœur et les esprits à votre cause permet en fait de rassembler autour de soi des alliés ou des potentiels alliés dans une guerre ou dans une lutte quelconque. Et ça, je pense que les Congolais et les Rwandais, particulièrement les Hutus, n'ont pas compris. Et aujourd'hui encore, nous avons une approche de la question qui est très éclatée. Chacun va plaider sa cause dans son coin, mais si vous regardez du côté du FPR de leurs années, il y a un tout cohérent dans tout ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il faut déjà que les Rwandais et les Congolais se mettent ensemble et surtout s'accordent sur ce qu'ils doivent plaider sur la question de la justice. Parce qu'on a parfois l'impression que chacun, en fait, prêche pour sa paroisse, et parfois ça peut rendre la question un peu compliquée. La deuxième chose, je crois, et ça c'est le côté, je ne suis pas censé dire ça comme ça, mais il faut, par tous les moyens, inverser le rapport de force sur le terrain politique. Et là encore, les Rwandais particulièrement, même les Congolais aussi, auront besoin des personnes qui comprennent mieux la stratégie. Vous savez, quand je dis à des Rwandais que Kagame est dans une mauvaise passe, les gens me disent, mais comment ça, il a le soutien des gens? Non, 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 non. C'est que les anglo-saxons, les occidentaux et particulièrement les anglo-saxons, ont un rapport au temps qui est différent du nôtre. Ils ont un rapport à la politique qui est très différent du nôtre. Ils peuvent te lâcher, mais te garder sous leur main le temps de trouver un allié de substitution. Et c'est ce qu'ils ont fait au maréchal Mobutu. Mobutu, à partir des années 90, semblait ne pas comprendre que son heure avait sonné aux yeux de ceux qui l'avaient fait, ou en tout cas aux yeux de ses soi-disant alliés. Et moi, je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui au Rwandais, c'est ce qui permet de comprendre aussi le rapprochement entre Kagame et Macron. Lui qui a souvent insulté la France aujourd'hui, se rapproche de la France. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que du côté anglo-saxon, ce n'était pas clair, même si nous avons vu récemment la politique migratoire de la Grande-Bretagne et tout ça, il n'en demeure pas moins qu'il y a des tensions sous-jacentes, il y a une tension qui ne dit pas son nom entre Kagame et ses amis anglo-saxons. Comment profiter de cette situation, de cette conjoncture, et encore de la conjoncture internationale aujourd'hui, pour inverser les rapports de force? C'est sur ce terrain qu'il faut commencer à mener des réflexions. Bien entendu, je sais que je suis filmé, c'est public, il y a des choses que je ne peux pas dire ici en public, on se comprend. Mais je pense qu'il faut travailler sur le terrain politique, inverser le rapport de force. Et c'est très faisable aujourd'hui
par rapport aux années passées où c'était beaucoup plus compliqué, où Kagame jouissait de tous les soutiens possibles. Aujourd'hui, c'est très différent, mais il suffit d'analyser la posture de Kagame. Il est devenu extrêmement susceptible. Et le fait même aujourd'hui que le régime s'attaque à des survivants Tutsis témoigne du désarroi dans lequel il se trouve. Mais encore faut-il le comprendre. Encore faut-il faire une analyse froide de la situation. Et c'est là où l'importance de la stratégie intervient. Waouh! Voilà, je vois que monsieur a peut-être un complément, il nous reste encore 1 minute. Oh, permettez tout de même. Je vous remercie. Monsieur Beko, vous savez que la plus grande difficulté dans ce dossier, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas quelqu'un d'autre du même genre. La difficulté, au regard de la Convention, notamment sur le génocide, l'article 8 qui prévoit que tout État parti peut saisir les organes compétents des Nations Unies. Qui est l'organe compétent en la matière? C'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, nous savons qu'il comprend les 5 États permanents qui disposent d'un droit de veto. Et parmi ces États, il y en a qui ont des intérêts précis dans le dossier de la RDC et qui ne peuvent donc pas laisser passer le rapport mapping parce qu'il les vise. Alors vous voyez, il y a un sérieux goulot d'étranglement sur ce dossier. Et que faire? Bon, vous avez donné vos suggestions, mais je pense que peut-être vous pourriez donner votre avis sur ma proposition. Je crois que ces États ont des parlements. Il y a le Congrès, il y a le Parlement européen, il y a la Chambre des communes et la Chambre des lords en britannique. Si on avait des groupes de pression parmi ces parlements, ils pourraient peut-être contraindre les gouvernements à agir autrement pour l'intérêt de la justice. Qu'en pensez-vous, M. Beko? Je vous remercie. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, mais vous savez, il s'est passé quelque chose en avril 2020. Nous étions en plein Covid. C'était une résolution du Rwanda qui demandait que l'expression génocide rwandais soit changée par l'expression génocide des Tutsis. On voulait d'une certaine manière sanctuariser ce qui est arrivé au Rwanda, donc un génocide qui a touché tous les Rwandais, et le régime veut instrumentaliser la question. Et il y a eu la réaction de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et ce que je vous dis est fondamental parce que c'est passé beaucoup, les gens l'ont passé sous silence, mais c'était fondamental ça. Les Américains et les Britanniques ont remis en question, ont refusé de cautionner ce changement. Et ça, c'est fondamental. La représentation américaine a le but, la représentation britannique a le but, les deux représentations ont dit non. Le génocide a touché tous les Rwandais et ils étaient contre ce changement-là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour ça que je parle de stratégie, parce qu'en diplomatie, parfois, ce sont des sorties comme ça peuvent être révélatrices d'un mal profond, d'un positionnement politique. Encore faut-il le comprendre et saisir l'occasion pour vendre son propre produit, sa propre marchandise aux personnes que l'on veut persuader de la justesse du combat que l'on mène. Et c'est là aussi se trouve le problème. C'est vrai au Conseil de sécurité, il y a des gens qui sont très impliqués dans la région des Malades. Je l'ai écrit dans les bouquins, dans les différents bouquins. Les anglo-saxons ont été très impliqués, on le sait aujourd'hui. Mais nous sommes à un tournant des relations internationales, dans l'histoire des relations internationales.
la guerre en Ukraine est venue, en fait, accélérer un processus, un bouleversement sur le plan géopolitique qui était déjà en train de se mettre en place après la guerre en Libye. Par conséquent, les États-Unis ne sont plus ou non plus le monopole de la puissance. Et ils le savent, les Occidentaux. Ils n'ont plus le monopole de la puissance, les Occidentaux. Je dis les Nations Unies, non, les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance. Est-ce que les pays africains, est-ce que les pays de la région des Grands Lacs, est-ce que les groupes de pression rwandais, congolais ou burundais comprennent-ils cela de sorte à se positionner dans ce grand jeu de grande puissance pour imposer leur vue dans ce qui doit advenir dans la région des Grands Lacs? C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Or, ces choses-là, si on les ignore, on ne sera pas capable de proposer des alternatives à ce qui se passe aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre ça. Moi, quand je rencontre des responsables politiques, même ici au Canada, on essaie de faire bouger les lignes en amenant une vraie documentation. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui bougent. Vous voyez les choses arriver sans savoir quel travail a été fait en survie. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons parfois pas la maîtrise ou la compréhension de certains enjeux qui nous entourent. Nous utilisons des logiciels parfois dépassés pour comprendre des faits présents. Et aujourd'hui, je crois que si les Rwandais, les groupes de pression rwandais, congolais s'organisent correctement, vont taper aux bonnes portes, parce qu'encore faut-il aussi savoir que frapper, s'il ne frappe pas la mauvaise porte, c'est sûr que vous n'aurez pas de résultat probant. Il faut taper aux bonnes portes, il faut avoir un changement de paradigme important. D'autant plus que les Occidentaux se rendent compte que leur politique de deux poids, deux mesures risque de se retourner contre eux. Et on le voit déjà en Afrique, où des pays que l'on pensait très pro-occidentaux commencent à se poser des questions sur leurs alliances, emmenant les Occidentaux à se remettre eux-mêmes en question. Quand Blinken arrive en Afrique du Sud, et qu'on lui pose la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est pour contrer la Russie. Il dit non, nous sommes là pour proposer, et puis, tout en prenant en considération le point de vue du Sud. Ils comprennent maintenant que s'ils ne prennent pas en considération le point de vue, ils vont en payer d'une manière ou d'une autre parce que la situation peut rapidement basculer et eux, ils peuvent rapidement perdre le contrôle de certaines régions qu'ils pensaient acquis ou soumises à leur hégémonie. En fait, c'est une question de compréhension des enjeux et de savoir comment, à la lumière de cette compréhension, comment articuler une stratégie intelligente pour renverser le rapport de force ou en tout cas faire changer de perspective au niveau de changer la perspective de ceux à qui on veut parler pour emmener des changements dans la région des Grands Lacs.